dans un rapport sain, équilibré et équitable, où c'est pour de la valeur ajoutée et non pour entretenir nos blessures et nos dépendances, venir combler nos manques respectifs. Et faut savoir que c'est toujours de part et d'autre. Si une polarité est déséquilibrée, elle va attirer en face l'excès qui lui manque. Ou inversement, si elle est en excès d'une polarité, elle va attirer quelqu'un chez qui cette polarité-là est manquante. Le yin et le yang, vous voyez. Donc, par extension, ça nous invite à nous rééquilibrer. Quand on a quelqu'un en face de nous qui est peut-être émotionnellement immature, et ben, c'est que nous aussi, quelque part, on a une faille émotionnelle chez nous qui entre en résonance avec cette personne-là. Au début, on s'attire pour nos blessures et à la fin, c'est ce qu'on se reproche. Et on se sépare pour les mêmes raisons qui nous ont attirés à la base. Ça peut être un indice pour aller voir ce qu'on recherche dans les relations. Et l'amour ne suffit pas. L'amour, c'est essentiel parce qu'on ne va pas relationner avec des personnes qu'on n'aime pas. Mais ça ne fait pas tout. Par amour, on n'accepte pas tout et n'importe quoi. Il faut que physiquement, dans la matière, dans le monde 3D, il y ait une situation, un équilibre, il y ait contribution respective et que psychologiquement, les deux soient stables aussi. Parce que l'amour, ça fait pas... ça dépend dans quelle dimension on parle, parce que l'amour, c'est la vie, etc., etc. Mais vous voyez ce que je veux dire, le sentiment amoureux, à lui seul, ne suffit pas pour construire et nourrir une relation durable et saine. Une relation, elle est choisie et elle s'entretient. Elle se cultive à deux. Bonsoir, je me demande nos jours d'aujourd'hui, est-ce que ça existe? Ben, c'est là où on est créateur de notre réalité et en fait tout existe dès l'instant où on y croit. Et une grande notion aussi qui va vous aider, c'est que on a ce qu'on tolère. Et c'est si vous tolérez moins que ce que vous méritez, je vais y arriver, et ben vous n'aurez jamais mieux parce que vous acceptez déjà ce qui n'est pas, ce qui ne vous convient pas. Si vous l'acceptez par manque, par peur de ne pas avoir mieux, ben vous n'aurez jamais mieux parce que vous vous contentez de ce que vous avez. Et c'est intéressant d'avoir de la gratitude pour ce qu'on a. Par contre, faut pas non plus se bafouer par peur du manque. Tout est une question d'équilibre, de dosage. Et il faut pas non plus avoir des critères irréalistes dans le sens où personne n'est parfait. Mais il y a quand même un minimum en fonction de votre cheminement à vous, de votre situation à vous, selon votre niveau de maturité physique, psychologique, émotionnelle, votre situation. Vous êtes en mesure de vous situer en fonction de la personne en face, si elle est un plus dans votre vie ou un moins. Si elle vous ramène de la charge mentale, des problèmes sentimentaux et que elle vous prend votre argent ou vous vous sentez fatigué dans la matière, c'est que du moins, ben là il est temps de partir et de revoir votre système de valeurs en place, de rehausser vos critères et de voir en quoi vous reconnaissez pas pleinement votre valeur pour vous autoriser à vivre quelque chose d'inférieur à ce que vous pouvez prétendre. Par contre, si vous avez une mauvaise hygiène de vie, émotionnellement vous faites n'importe quoi avec les émotions, les vôtres et celles des autres, et que psychologiquement vous n'êtes pas bienveillant, vous prenez pas soin de l'autre, vous le respectez pas, et ben c'est utopiste de prétendre à un amour sain, stable et équilibré avec la personne en face, parce que là, lui en face ou elle mérite mieux. T'as assisté à trop de négativité en ce moment et à une violente altercation hier, que conseillez-vous? Ben, dans ces cas-là, il faut mettre de la distance. Ça dépend de ton niveau d'implication dans ce à quoi tu as assisté. Si tu es un acteur majeur, il va falloir prendre ta responsabilité pour aller résoudre ce problème. Si tu es simplement spectateur ou externe à la situation, je t'invite à prendre de la distance, ne rien prendre personnellement, te détacher de cet événement et vraiment te concentrer, remettre ton attention sur toi-même et te réconforter, t'apporter douceur, paix, amour, ce que tu veux, mais reprendre tes énergies. Et sinon, si ce à quoi tu as assisté, ça implique une personne à laquelle tu tiens, tu peux la soutenir, mais ne prends pas son problème comme si c'était le tien. C'est sa responsabilité de résoudre ce qui est de sa responsabilité et non de la tienne.
Oui, c'est très important de rester ancré. Rafton bien dit ça. Nous attirons ce que nous vibrons, exactement. Quand avoir un enfant dans une relation, ben ça c'est propre à chacun. C'est quand vous en avez envie et quand vous êtes en capacité de l'accueillir, de le faire dans de bonnes conditions pour qu'il puisse bien se développer. Ça, il n'y a pas de règle là-dessus. Un enfant, c'est une grande responsabilité et je crois que c'est le devoir le plus élevé qui existe. Le plus haut niveau de responsabilité qui soit, c'est d'avoir un enfant. Alors, c'est une décision qui n'est pas à prendre à la légère. Déjà, il faut choisir de préférence un partenaire qui est justement stable et fiable, il faut que vous soyez tous les deux consentants, vous ayez envie de le faire, que vous soyez d'accord sur la manière dont vous voulez l'éduquer, l'instruire, l'élever. Et selon les couples, ça met plus ou moins de temps. Nous, ça fait 7 mois, vaut mieux nous marier pour le faire ou sans mariage. Alors ça aussi, tu vois, le mariage, c'est propre à chacun, ça dépend des valeurs et des croyances. Le mariage, c'est pas une obligation, mais c'est plutôt une volonté qui dépend de notre système de valeurs personnelles. C'est une belle réponse, ça, Spiritual Man. Il faut écouter son cœur et ses envies. Tu vois, c'est très important de ne pas remettre son intuition, sa guidance personnelle et son pouvoir personnel entre les mains d'autrui. Ce genre de décisions-là, elles se prennent à l'intérieur de soi, il faut savoir s'écouter. C'est en ça aussi qu'on reprend notre autonomie, c'est quand on ne dépend plus de la vie extérieure pour savoir faire des choix. Et moi, j'invite toujours les personnes à retourner à leur propre guidance, à revenir en elles pour trouver leur propre réponse. Parce que tu ne te maries pas en fonction de si on te dit que c'est bien ou que c'est pas bien. Qu'est-ce que te dit ton cœur? C'était une excellente réponse. Chaque chose en son temps. C'est marrant, j'ai dit ça il n'y a pas longtemps, exactement. Ça, c'est un truc important aussi. Vous ne vous sentez jamais obligé de faire les choses dans la précipitation. Prenez le temps. Souvent, les choses ne sont pas si urgentes qu'on le croit. On peut reporter les choses. Je ne vous incite pas à procrastiner et à tout remettre au lendemain, mais parfois, on n'est pas obligé de décider tout de suite. On a le droit de ne pas savoir, on peut se laisser le temps de la réflexion, le temps d'avoir de nouveaux éléments, de voir, et c'est important. Sauver qui de quoi? De manière générale, c'est une posture, le sauveur. C'est une personne qui se donne le rôle de sauveur, mais c'est pas sain de sauver. Ça crée un lien de codépendance entre la victime et le sauveur, qui finalement devient proche du bourreau, dans un certain sens. Le serpent qui se mord la queue, oui. Et il faut savoir que dans ce fameux triangle de Karpman, où il y a un bourreau, une victime et un sauveur, chacun d'entre nous, dans notre vie, on a tous et toutes expérimenté à un moment donné chacune de ces positions, que ce soit dans le rôle qu'on tient dans notre famille, en fonction des membres, que ce soit dans notre vie professionnelle ou amicale. Dans la famille, ça se voit plus, je crois. C'est là où ça se voit le plus, effectivement. Parce que c'est la source de notre construction. Le plus souvent, hein, sauf pour malheureusement ceux qui n'ont pas de famille, mais globalement, c'est au sein de notre famille la plus proche qu'on développe nos plus grandes tendances, avec qui on a réglé la source de nos plus profonds traumatismes liés à l'enfance et qui ont été nos références initiales de comment on va construire nos systèmes de pensée, nos croyances, nos réactions, nos attitudes, nos comportements, etc. Tout notre développement, parce que c'est d'eux dont on dépend initialement. La seule personne qui peut nous sauver, c'est nous-mêmes. Oui, exactement. Tout se construit, tout se fait à l'enfance, du conscient au subconscient. Oui, et à partir de là, il y a 2 courants. Il y a ceux qui pensent qu'on vient aussi avec des mémoires transgénérationnelles et karmiques. Et si on ne croit pas à je ne sais pas comment appeler ça, mais si on n'y croit pas, quoi qu'il arrive dans cette vie, tout se fait pendant qu'on est en développement très tôt. Allons chercher dans les annales akashiques ce qui nous a fait devenir qui nous sommes. En fait, ce sont des outils, des outils qui sont mis à notre disposition
toutes ces techniques, que ce soit la régression dans des vies antérieures, l'hypnose, les mémoires transgénérationnelles. Ok. Ben moi j'y crois parce que c'est ce qui m'a fait rentrer dans la spiritualité. J'ai commencé au lycée à me sentir appelée par un livre qui s'appelait Les fantômes familiaux, alors que j'y connaissais rien, ni à la psychologie ni rien. Et quand j'ai lu ce livre, ben ça m'a fait un choc parce que j'ai vu que je répétais les schémas et que en fait de génération en génération on répétait les choses, que j'étais en train de reproduire la vie sentimentale de ma mère, sa vie professionnelle, tout. Et que ça m'a fait tellement flipper que j'ai dit ok, j'ai fermé le livre, j'ai fait un déni pendant 10 ans pour me retrouver au même carrefour 10 ans plus tard, mais dans une situation bien plus critique où j'étais encore plus enfoncée dedans. Mais bref, j'étais pas assez trop apeurée, trop jeune à ce moment-là. Et les mémoires transgénérationnelles, elles sont hyper puissantes, quoi. Et elle nous influence, que ce soit dans l'inconscient collectif ou dans l'inconscient familial, parce que mine de rien, non seulement il y a des choses qui nous sont transmises par la génétique, mais au-delà de ça, quand bien même ce ne serait pas transmis physiquement, dans ce qui est engrammé dans les consciences et dans les inconscients, ben ça aussi, ça se transmet. Moi, je sais que j'ai eu un gros travail à faire sur, par exemple, je suis métisse, j'ai une mère qui est blanche et un père qui est antillais, et j'avais à la fois la culpabilité du colon et la victimisation de l'esclave. Et c'était une galère sans nom, ce truc-là. Donc, oui, en fait, quand on a des parents qui ne sont pas éveillés, fatalement, ils vont faire des projections sur leurs enfants. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Et donc, on va se retrouver avec des charges psychologiques, émotionnelles, inconscientes qui sont la conséquence de leur projection. Que ce soit des accomplissements qu'ils n'ont pas eus, que ce soit des vengeances, Souvent, donc, soit les parents vont vouloir éviter à leurs enfants de vivre ce qu'ils ont mal vécu, ou alors ils vont les pousser à reproduire ce qu'ils auraient voulu et ce qu'ils pensent être le mieux. Il y a une vision de l'enfant qui est comme une prolongation de soi. Est-ce que ça se limite qu'aux parents ou un peu plus loin, grands-parents, arrière-grands-parents? Ah non, 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 ça se limite pas aux parents du tout, hein, ça va très très loin, ça peut aller très 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 loin. Ça peut même aller à des époques antérieures. Est-ce que c'est génétique? Ce qui est sûr, c'est que c'est énergétique. Après, génétique, je suis pas assez spécialiste dans tout ce qui est scientifique pour m'avancer là-dessus, je voudrais pas dire de bêtises. Là, faut vous rapprocher des professionnels et des spécialistes, honnêtement. Je pense qu'il y a de la génétique, il y a une part qui est génétique, mais ça devient trop technique après. Mais je ne sais pas dans quelle mesure on a démontré ça, prouvé ça, étudié la question. Et là, on ne reproduit pas toujours, non. On n'est pas obligé de reproduire. Et justement, de génération en génération, il y a toujours des changements. Peut-être pas sur tout, mais c'est là qu'on voit l'évolution, tu vois. Je pense que si toi, tu regardes rien qu'au sein de ta propre famille, si tu regardes l'éducation qu'ont reçue tes grands-parents, que tu la compares à à la manière dont ils ont élevé leurs enfants, et donc tes parents, et la manière dont ils t'ont élevé, tu vas voir à la fois des similitudes, ce qui a été transmis et conservé, et à la fois ce que chaque génération a choisi de faire comme transformation dans la manière de transmettre les valeurs, les croyances, l'éducation. Et ça dépend de chacun, c'est propre à chaque famille et à chaque individu même, tu vois. Respect, gentillesse, moi je me sens seule. Ok. Depuis combien de temps, c'est-à-dire? Est-ce que tu es seule ou tu n'es pas seule mais tu te sens seule quand même? Pas la même chose. 3 ans, c'est assez long. Ok. Tu es seule. Est-ce que tu as entrepris déjà quelque chose pour essayer d'y remédier ou pas du tout?
Tu subis simplement la situation et t'en as conscience. Tu fais des ateliers thérapeutiques, c'est bien ça. Quel genre d'atelier? C'est cool. Qu'est-ce qui te traverse l'esprit quand tu te retrouves avec toi-même? Est-ce que c'est plutôt tes émotions qui te font, tu vois, c'est tes émotions, c'est de la tristesse qui t'envahit, ou est-ce que c'est une absence de plaisir, tu t'ennuies, c'est de l'ennui, c'est dans la matière, tu sais plus quoi faire, tu procrastines, t'as pas d'inspiration, pas d'imagination, tu prends plaisir à rien. Est-ce que c'est des pensées qui sont plutôt négatives ou déprimantes? J'essaie de voir sur quel plan ça te pose problème, ta présence. Tu te dis que tu mérites d'être seule, naturellement mélancolique. Personne ne mérite d'être seul. On est des êtres sociaux et on est tous faits pour interagir en société ou pas, mais on est complémentaires et personne ne mérite d'être seul. Honnêtement, déjà tu es bienvenue ici. Et pourquoi tu mériterais d'être seul selon toi? En fait, peut-être qu'il faut regarder du côté de la culpabilité. Est-ce que ça peut arriver qu'un coach de vie ait besoin de consulter un psy? Oui, je pense que ça peut arriver. Je pense qu'un coach ça dépend qui, pour quelle problématique, mais je pense plutôt qu'un coach, il va consulter un coach. Non, c'est pas contradictoire parce que justement, c'est plus facile de regarder, de voir ce qui va pas chez les autres qu'en soi. Et on a besoin des autres pour se voir. On a besoin d'un miroir, tu vois. Regarde typiquement dans ta vie de manière générale, si tu n'avais pas des miroirs ou des personnes, tu ne te verrais jamais. Tu ne te verrais partiellement, tu vois. Mais c'est qu'en comparaison avec l'autre, qu'en étant en face de la réalité, d'une certaine réalité, qu'on peut se situer. Et ça peut être bénéfique, tout à chacun. Moi, mon psychiatre, je le trouve trop cynique. Et est-ce que du coup, tu peux pas en changer si tu te sens peut-être que c'est une personnalité avec laquelle tu n'es pas assez à l'aise ou qui te convient pas. Je pense que c'est important de bien se sentir, en tout cas avec son psychiatre. Comment on fait pour garder le moral quand on sait que c'est la fin? Eh ben, on choisit de profiter de chaque instant parce que justement, avec cette notion de temps, ça le rend précieux, le fait qu'il soit fini. S'il était infini, on serait, on ne profiterait pas nécessairement, on serait blasé parce que c'est parce que les choses sont finies qu'elles sont périssables et qu'elles ont donc une valeur à l'instant plus précieuse et qu'il faut en prendre soin et en profiter tant que c'est encore là. Et donc, pour profiter à ce moment-là, reconnaître que la vie est belle et voir sa beauté et prendre le côté verre à moitié plein pour jouir de tous ces plaisirs un maximum sans faire de mal à personne, mais choisir de profiter de chaque instant qui est d'autant plus précieux qu'il va s'arrêter à un moment donné, tu vois. Pleurer, est-ce vraiment une faiblesse? Becky a dit que c'en était une. Pleurer, c'est sain, c'est humain. C'est même pas que humain, il y a des animaux qui pleurent aussi. C'est pas une faiblesse, ça fait partie de nos besoins fondamentaux. On a besoin de pleurer. Quand on vit des événements tristes, c'est une réaction physiologique. Et c'est sain tant que c'est pas en excès, tu vois. C'est même indispensable pour notre santé. Parce que si on pleure jamais, c'est qu'on refoule nos émotions, qu'on les rejette, mais il y a un souci quelque part parce que du coup c'est pas extériorisé et ça va nous créer des blocages émotionnels qui vont avoir des répercussions sur notre santé mentale ou physique. Bonsoir, non, je ne suis pas artiste et je ne passe pas à la télé non plus. Marrant ça, comme entrer en matière. Donc pleurer, c'est pas une faiblesse. Tu n'y arrives pas? Ben je comprends. C'est encore très tabou les émotions, dans nos sociétés en tout cas.
Et dans beaucoup d'éducation, on dit aux enfants d'arrêter de pleurer, de ne pas pleurer, de ne pas faire de caprices, etc. Parce que personne n'a réellement appris à accueillir ses émotions, à les réguler sainement et à les extérioriser. Donc, comme on ne sait pas comment gérer ça, on dit arrête. Et on bloque. On apprend juste à les faire taire, à les refouler. Mais quand on apprend ensuite à les accueillir, qu'on ne se juge pas de pleurer, qu'on comprend que si on croit que c'est mal, c'est parce que c'est une croyance, mais qu'en réalité on peut changer à tout instant en changeant de point de vue, et qu'au final quand on pleure on fait de mal à personne et ça ne dit rien de nous, nos émotions ne nous définissent pas. Ouais, les émotions, pleurer en tout cas, il ne faut pas se l'interdire. C'est la première chose qu'on fait quand on vient au monde. Et c'est même ce que tout le monde fait quand on s'en va. Tu vois, c'est le truc primaire par excellence. C'est tout à fait naturel et sain. Nos émotions ne nous définissent pas. Exactement. Nos pensées non plus ne nous définissent pas. Et c'est pour ça que le juste équilibre, il est entre ne pas les refouler, les laisser être, en fait, une émotion pour que ce soit pleinement et sainement traversé, il faut accueillir, donc accepter de la ressentir, quelle qu'elle soit, même si elle est plus désagréable que d'autres parfois, trouver sa raison d'être, donc le sens, le message qu'elle vient nous délivrer. Est-ce qu'on a de la peine? Est-ce qu'on est en colère et on est en désaccord? Est-ce qu'on est joyeux et donc on est dans notre épanouissement? Et bref, une fois qu'on a le message, ensuite, de manière mature et adulte, on stoppe la traversée parce qu'on se réconforte soi. Si c'est de la tristesse, par exemple, on peut se dire « Ok, c'est bon, j'ai pleuré un coup ou j'ai ressenti la tristesse, mais maintenant que je prends du recul, j'ai conscience de la situation. Merci de m'avoir apporté cette indication sur moi-même. Je peux maintenant, en conscience, agir, réguler. Voilà, c'est un soulagement, c'est un apaisement, venir s'apaiser. Les émotions s'accueillent puis s'apaisent. Une fois qu'elles sont entendues, reconnues, comprises, hop, elles sont pas faites pour durer. On ne devrait pas rester dans une mélancolie, par exemple, permanente, une tristesse permanente, une rage, une colère sans fin. Normalement, ça vient, c'est quelque chose qui s'éveille en nous pour nous signaler quelque chose. Et une fois qu'on a compris le message, hop, on peut repartir en conscience pour naviguer avec la situation. Quand on se prend 2 ou 3 KO de suite, c'est difficile de se relever. Mais la vie, c'est une succession de hauts et de bas, donc c'est utopique de croire qu'on va tout bonnement atteindre un état de long fleuve tranquille dans lequel il ne se passera que un état constant de paix et de joie croissant, épanouissant. Tu vois, là, il y a un souci dans... il faut accepter la réalité qui est faite du bien et du mal, de souffrance et de je sais pas quoi. Mais dans l'idée, oui, si c'est... Tu risques d'être déçu régulièrement, quoi. Si tu vis dans l'utopie que tout est seulement... devrait seulement être beau, ça n'arrivera pas, effectivement. Et donc, à toi de voir comment tu choisis d'interpréter ce que tu vis. Est-ce que tu choisis que tes épreuves sont des malédictions ou des occasions de t'élever? Est-ce que tu arrives à reconnaître le chemin parcouru et tout ce que ça t'a apporté? Est-ce que tu arrives à voir le bon côté de finalement, après coup, ce que tu as surmonté, tu peux regagner confiance en toi et être fier de toi grâce à tous tes chaos dont tu t'es relevé. Parce que tu dis chaos, mais là, tu es là, à l'instant présent, tu es en vie. Et donc, tu es fort de ce à quoi tu as survécu et tout ce dont tu as traversé.
Pourquoi on parle beaucoup de TDAH, etc. Parce qu'en fait, ça rejoint un peu la phrase que tu as bien aimée où nos émotions ne nous définissent pas. Quand on ne prend pas sa responsabilité ni son pouvoir sur ce qui nous arrive pour pouvoir naviguer les situations en puissance dans notre... Enfin bref, quand on ne veut pas prendre sa responsabilité, on choisit de se définir pour se trouver des excuses. Et on se dit, moi je suis hypersensible, du coup c'est normal que... moi je suis comme ça, c'est la génétique. Ça c'est la faute de ma mère. Ça c'est la faute de la société. Et donc, on aime bien se trouver régulièrement des bonnes excuses pour justifier nos comportements. Mais la manière dont moi aussi je vois apparaître cette tendance sur les réseaux notamment, c'est plutôt pour justifier ces déviances. Parce que, et c'est pas une critique quand je dis ça, moi la première, hein, ça m'est déjà arrivé voilà, que ça m'arrange bien de pouvoir me dire je suis comme ça donc c'est pas de ma faute, alors que finalement j'ai le pouvoir sur tout ce qui est de ma responsabilité et toute ma personne m'appartient intégralement et je peux à tout moment choisir ma réalité et qui je suis. Je peux me définir et me redéfinir indéfiniment. Je peux dire que je suis pas sportif donc c'est normal que je fasse pas sport. Ou alors dire que en fait je me mets à faire du sport et je deviens sportive. Rien n'est prédéterminé. Je peux dire oh non, moi je suis toujours en retard, c'est dans mon caractère. C'est comme dire ouais, c'est mon caractère ou c'est ma personnalité. Non, en fait. Non. C'est tes choix, oui. Tes croyances sur toi-même. Ok, là on est d'accord. C'est pas ta personnalité, c'est pas je sais pas quoi de prédéterminé, c'est rien de figé, rien de fatal. C'est le choix, la manière dont tu choisis d'être et de te définir. Moi, ça a été ça, ma première conscientisation, c'était que je ne suis absolument rien de ce que je pensais être. On est tout et rien à la fois. Et donc à partir de ce moment-là, si je suis rien, je peux tout devenir. Et j'ai le choix à chaque instant de redéfinir la personne que je suis ou que je souhaite devenir. Il suffit d'une méditation pour ça, mais vous pouvez tout simplement vous allonger, vous poser, ou même pas vous allonger, mais vous poser avec vous-même. Et au lieu de vous demander qui vous êtes, souvent c'est une des questions de... Non, pas forcément yoga, mais simplement un temps de présence à soi en conscience en fait. Quand je dis méditation, c'est simplement un temps avec soi-même. Et ça peut être sous la douche, ça peut être juste sans écran, ça peut être avant d'aller dormir, tu vois, c'est pas un tapis et une posture du soleil, c'est pas ça. Et en fait, juste en gros, l'idée, c'est donc, je vais y arriver, qu'au lieu de se dire qui suis-je, se dire qu'est-ce que je ne suis pas et commencer à retirer tout ce qu'on n'est pas. Par exemple, je ne sais pas s'il est encore là, mais respect et gentillesse, qui potentiellement complexé sur son poids, ça ne le définit pas. On n'est pas notre corps parce que, tu vois, si on te coupe un membre, tu existes encore. C'est pas si on te rase le crâne, t'existes encore. C'est pas tes cheveux, c'est pas ton physique n'est pas ton essence. Ensuite, c'est pareil avec le caractère. Même les pensées, tu vois. Tes pensées, tu n'es pas tes pensées. Quand tu dors ou quand tu les éteins, quand tu les coupes, quand tu arrêtes de réfléchir et que tu penses à rien, que tu vides ton esprit, tu existes encore. Donc tes pensées ne te définissent pas. Tes pensées se régulent. Elles sont une création de ton mental, elles sont un outil, bref, mais ce n'est pas tout ça. Ça fait partie de nous, mais ce n'est pas nous. Donc c'est une part de nous, mais ce n'est pas qui nous sommes. Est-ce que vous voyez la nuance ? C'est là où on arrive sur la goutte d'eau dans l'océan. Nos pensées, nos émotions, notre corps physique, c'est une part de ce qui nous compose. Et nous, on est le tout, en fait, c'est notre essence vitale. Voilà, c'est pas vital. C'est un peu ça. C'est pas avec la pensée qu'on avance. Ça dépend avancer dans quel sens et où, mais
Déjà, avancer pour aller où? Quel est le but? À quoi tu fais référence quand tu dis c'est la pensée qu'on avance? Parce que est-ce qu'on avance? Même ça, c'est une grande question, tu vois. Il n'y a que l'instant présent qui existe. Et il n'a pas de bordure. Tu vois, à partir de quand tu estimes que l'instant présent, il a commencé et il s'arrête d'après toi? Est-ce que c'est 5 secondes avant, 5 secondes après, toutes les 10 secondes, il y a un reset de l'instant présent, instant présent, instant présent, instant présent. Tu vois, c'est bizarre. Pour faire des choses, faut y penser avant. Non, ben ça, c'est une croyance. Pas nécessairement. On peut faire des choses simplement en les ressentant, en se laissant aller, sans savoir, sans préméditation. Tu vois, on peut tout à fait se déconnecter de ses pensées et continuer d'agir dans la matière et de ressentir les choses. C'est là où c'est important de se dissocier de son corps mental. Voilà, les pensées sont libres de leur mouvement. Par contre, on peut choisir le flux, l'intensité de nos pensées, la fréquence, et on peut choisir l'orientation, si elles sont positives, négatives, qu'est-ce qu'on entretient comme croyances qui vont créer des pensées derrière. C'est l'imaginaire qui fait avancer. On a peu de prise sur elle, elle garde la pêche. On a l'emprise qu'on se donne dessus. Si tu estimes que tu as peu d'emprise, tu en auras peu. Si tu apprends à les maîtriser, tu auras une pleine emprise dessus. Moi, mes pensées, comme je fais énormément de travail de mise en conscience, je passe régulièrement de l'inconscient au conscient, donc j'apprends à me connaître, j'apprends à connaître mes systèmes de croyances, donc je peux les reprogrammer de sorte à ce que ça aille dans un sens qui me soit favorable. Et ensuite, je peux très bien réguler à quel moment je choisis comme le bouton on-off, tu vois, si je suis dans un processus créatif, en train de chercher des idées pour quelconque projet, et ben là, je vais me mettre à penser, mais je peux tout à fait les éteindre pour profiter, si je prends ma douche par exemple, de la sensation de l'eau, de l'odeur de mon gel douche, et prendre un moment sans réfléchir à ma liste de tâches à faire et tout et tout. Ce que je veux dire, c'est que non, les pensées, ça se régule. Bah quoi, Calimero? Mais t'es libre de pas adhérer, de pas y croire, et puis c'est à chacun de... T'es pas certain? Ouais, mais je comprends. Si tu l'as jamais expérimenté et que voilà, la norme, c'est normal que tu aies des doutes, c'est rationnel de penser ça. Mais je t'assure que si tu commences, ne serait-ce qu'à peine, à te renseigner sur ces sujets-là, tu trouveras très facilement tout un tas d'autres personnes qui régulent aussi leurs pensées, tout plein d'outils, de méthodes. C'est une discipline qui devrait, selon moi, être enseignée parce que c'est la base de l'éducation. C'est ça, en fait. Devenir autonome psychologiquement, c'est devenir maître de ses pensées. Pour qu'elles ne nous envahissent plus, pour qu'elles soient stables. Qu'elles nous servent. C'est ça, pour moi, la stabilité psychologique et la maturité. Tout comme la maturité émotionnelle qui consiste à réguler ses émotions, savoir les accueillir et les traverser dans un juste équilibre de accueil. Et... Les réseaux sociaux n'aident pas. C'est pareil, tout dépend de l'utilisation et de l'intention qu'on a. Les réseaux, ça dépend. C'est un côté très addictif, surtout TikTok, beaucoup de divertissement, et c'est pour ça que on entend beaucoup parler des troubles de l'attention, parce que les contenus rapides, etc., ça nous pousse pas à nous concentrer, si tu veux. Et donc la rapidité, le flux, non seulement c'est rapide, mais c'est, comment dire, il y a beaucoup d'informations en même temps en plus. Et d'ailleurs, c'est la charge aussi, le nombre, il est ahurissant. Le nombre de contenus, de données, d'informations. Moi, sans pensée, sans imagination, c'est dur. Oui, qu'est-ce qui est dur? De les réguler ou de ne pas en avoir? En fait, souvent aussi, typiquement, le phénomène là, c'est que
émotionnellement, on a beaucoup de problèmes il y a beaucoup de failles actuellement. Et les réseaux sociaux, ça permet à la fois pour certains, se faire vivre des émotions, se créer des émotions qui, naturellement, en dehors de ce cadre-là, n'arrivent pas à être vécues, ressenties, extériorisées. Donc ça nous rend vivants, ça nous fait nous sentir vivants quand on scrolle et puis que on tombe sur un truc qui nous fait rire, un truc qui nous fait pleurer, un truc... tu vois, c'est à la fois un déclencheur d'émotions pour ceux qui galèrent dans leur vie au quotidien, se laisser traverser par elles, et à la fois pour d'autres, pour ceux pour qui les émotions ne sont pas vraiment un souci, c'est une manière de soit mettre sur off le cerveau et de plus penser en simplement déléguant la charge mentale à je contemple et je regarde, ça me déconnecte de moi, mon mental à moi, en prenant le contenu des autres. Et t'arrives pas à te projeter. Alors je te rassure, DJ Will, c'est tout à fait normal que sans pensée et sans imagination, tu n'arrives pas à te projeter parce que la projection, c'est par la pensée, l'imagination. Mais justement, c'est le but. Le but d'éteindre ses pensées, c'est de pouvoir revenir à l'instant présent et de ne pas vivre toujours soit dans le passé en ressassant le passé, soit dans le futur en nous projetant dans l'anticipation d'un futur hypothétique qui n'arrivera peut-être jamais ou pas comme on l'aurait imaginé de toute façon. Et c'est pour ça que ça se régule. C'est parce que sinon, on vit une vie à côté de nos pompes. Si on n'est jamais dans l'instant présent et qu'on est toujours soit en train de regretter ou de vivre un souvenir dans la nostalgie, la mélancolie, ou alors anticiper, donc être dans la peur ou peur du manque, peur de je sais pas quoi, ou sinon la projection d'un avenir meilleur pour éviter de fuir, comme une fuite en fait. Dans les deux cas, c'est une fuite vers le passé ou vers le futur. Et c'est là où tout le travail de retour à soi, il est important pour revenir à l'instant présent. Et là, c'est pour ça que beaucoup de gens fuient et que c'est difficile. Ça demande une remise en question, d'être honnête et lucide sur sa propre situation, d'affronter le vide et de voir toutes les carences qui sont posées là, toutes nos insatisfactions et de les prendre en charge, de prendre notre responsabilité, de se prendre en main, de se dire allez, au lieu de laisser poser le truc là en me disant ouais, ça va se résoudre tout seul, je mets sous le tapis. Non. Qu'est-ce que je peux faire maintenant où j'en suis? Est-ce que j'accepte, j'accueille? Qu'est-ce que, voilà, reprendre sa vie en main, reprendre son pouvoir sur sa vie, c'est revenir à l'instant présent et voir en quoi, ici, maintenant et tout de suite, j'ai mon pouvoir d'agir. Et ouais, le scroll, c'est tentant. Mais moi aussi, hein, des fois, je scrolle et puis je me dis, waouh, j'ai l'impression que ça fait 20 minutes et puis ça fait 1h30. Je me dis, ok, bon. Oui, mais moi, j'ai tout. Sans ça, je serais encore dans mon quartier. Yes. Mais je dis pas que c'est une mauvaise chose et qu'on doit vivre qu'un instant présent, mais c'est une question d'équilibre. Tu vois. Merci, Simonie. Et bonjour, bienvenue. Ce que je voulais dire par là, c'est que c'est important de savoir aller dans son passé pour tirer les leçons, pour tirer l'expérience, garder des souvenirs parce que oui, il y a des bons souvenirs, etc. Il faut juste pas rester bloqué là-bas. Et pareil pour le futur, c'est important de se sécuriser, d'anticiper un minimum les choses pour être prévoyant, mais de façon raisonnable. Parce que y a des gens qui sont dans l'anxiété permanente à imaginer tous les scénarios possibles pour qu'au final ce soit aucun de ceux-là qui se produisent. Et entre-temps, ils t'ont fait 3 crises de panique, ils ont dégommé les cachetons, ils ont allumé 6 cigarettes et puis au final, il se passe rien. Le truc qu'on t'appelle, ah non, c'est annulé. Tu vois, là, ça devient excessivement... c'est néfaste à partir du moment où ça nous nuit à nous-mêmes, où c'est excessif dans nos réactions. Les rêves qu'on fait la nuit ont-ils vraiment une interprétation ou c'est pas scientifique? Je suis pas du tout calée et spécialiste dans les rêves. Je préfère pas te répondre à ça. Si tu veux, je me renseignerai et puis parce que je sais, dans ce que je crois, c'est que les rêves, c'est un accès à la 5e dimension. Mais là, on va s'éloigner de ce qui est terre à terre. Après, est-ce qu'on a des interprétations? Il y en a. Mais moi, les rêves, c'est pas mon domaine du tout.
Je vis une séparation avec une personne qui est en dépression assez forte et c'est compliqué de savoir comment réagir. Ok. Alors ça, j'ai connu, tu vois. Et donc ça, c'est vraiment mon domaine. Faire attention à pas se sentir syndrome du sauveur et à se sacrifier par culpabilité pour l'autre et éviter surtout les chantages, les différents chantages et la culpabilisation du type je suis pas bien, du coup c'est pour ça qu'il faut pas que tu partes. Comment dire? Qu'est-ce qui est compliqué, toi, dans ta situation là actuellement? Est-ce que, tu vois, quand tu dis cette personne est en dépression, ça c'est un fait. Et c'est malheureux pour elle, mais en même temps c'est logique. Je veux dire, une séparation c'est difficile pour tout le monde et faut accueillir cette peine et tout ça. Mais du coup, toi aussi, normalement, si vous avez eu un lien, vous êtes tous les deux attristés par le fait que ça n'aille plus. C'est pas le monopole de tu as un silence radio, je suis pas du tout. Ok. En fait, c'est bien. En fait, ce qui compte, c'est toi. Toi, ce que tu ressens, ce que tu veux. Voilà. Là, c'est là où ça va plus. Comment l'aider, c'est pas ton rôle. Parce que si tu essaies de le quitter et que t'en es à te dire comment l'aider, il y a une emprise et il y a une dépendance affective là-dedans qui sommeille parce que je conçois, c'est tout à fait normal que ce soit douloureux. N'importe quelle rupture, eh ben ça fait mal en fait. Ça fait jamais plaisir. Ça demande un temps, faire le deuil de la relation, se reconstruire, regagner les parts de soi qu'on avait un peu placées dans l'entité du couple, etc. Alors, tu peux avoir un rôle de soutien si tu veux. Tu peux faire ce que tu veux dans tous les cas, mais ce que je veux dire, c'est que soutenir une personne, c'est ok. Par contre, ses problèmes, c'est sa responsabilité et on peut sauver personne. Et si cette personne-là, tu vois, elle dépend de l'extérieur pour lui venir en aide, parfois c'est important de compter sur l'extérieur, mais c'est problématique si tu es sa seule source de soutien. Et ce qui lui rendrait service, c'est justement que tu ne le soutiennes pas pour qu'il déploie ses forces et qu'il se prenne en main et se responsabilise. Parce que sinon, comment tu vas réussir à le quitter si quand il va mal, tu es obligé de le reprendre? Comment tu comptes faire? Oui, oui, tout à fait, mais c'est aussi lui faire prendre conscience le contraire de ses idées noires. C'est dommage que tu sois pas arrivé un peu plus tôt parce qu'on a parlé du triangle de Karpman et c'est donc sans parler de la relation. Ouais, mais justement sans parler de la relation, là c'est entrer dans une relation de sauveur. Tu veux le sauver, tu veux l'empêcher de le changer, lui offrir une nouvelle vision des choses, etc. Mais tout ça, ça peut venir que de lui. Et en vrai, ça fait presque 7 mois et tous les jours, je pense à elle, c'est dingue. Karpman avec un P. Exactement. Ouais, mais parce que... en fait, on a facilement tendance, quand on est dans le rôle du sauveur, à croire qu'on est responsable du malheur des autres. Et donc, on se place en sauveur pour se déculpabiliser. On peut se dire facilement que, et puis surtout si l'autre il en rajoute et que c'est le discours qui nous tient, c'est vite arrivé d'entendre ce genre de truc de ouais, mais c'est à cause de toi si je me sens comme ci, ou alors ça me rend pas service que, et qu'un. C'est là où on reprend chacun sa responsabilité, que chaque être humain, une fois qu'il est adulte, autonome et responsable, il a la pleine responsabilité donc de son corps physique, son corps émotionnel et ses pensées. On ne peut faire du mal à quelqu'un que si cette personne nous laisse lui faire du mal. J'entends par là que si cette personne elle a des idées noires
mais tu n'es pas responsable de la manière dont il gère ses idées, tu vois. Et quand bien même il te met la charge sur les épaules ad vitam aeternam de sauve-moi, sauve-moi, il n'y a que je sais pas quoi, mais c'est à lui de changer son système de croyance et de voir qu'il se trompe. Et c'est pas à toi de l'en convaincre, parce que tu ne pourras jamais. Moi, c'est lui proposer mon épaule, de l'écoute, la comprendre, mais si elle en veut pas, ah bah en plus elle en veut pas, tu vois. Donc là, c'est carrément du forcing, quoi. Ah bah oui, il faut laisser. Non seulement on peut pas aider, on peut pas sauver quelqu'un qui n'a pas envie d'être sauvé, mais encore moins, enfin, on peut pas sauver quelqu'un. On est les seuls à pouvoir nous sauver nous-mêmes. Et en fait, c'est presque même de la violence de vouloir sauver quelqu'un qui n'a pas envie, parce que c'est un peu la dictature, là. Yes, ok. Mais t'as bien fait de laisser un silence radio, parce que ben, ça vous préserve tous les deux, en fait. Je comprends. En fait, je comprends que moi, ce que je ressens, c'est que toi, tu vois le potentiel de cette personne et ça te brise un peu le cœur de te dire que elle se gâche, que tu vois les issues, toi, tu vois la lumière, tu vois sa beauté, etc. Mais cette personne-là, en fait, il y a qu'elle-même qui va pouvoir la trouver en elle et la voir pour s'en saisir et y croire, etc. Et ça va être dans le fait, ça va se trouver dans l'épreuve que si à chaque fois tu l'accueilles, en fait, si à chaque fois tu la sauves, eh ben elle apprend pas à se sauver elle-même, donc elle peut pas se prouver elle-même qu'elle en est capable, et ça la prive de son pouvoir, c'est l'infantiliser en fait. Sauver quelqu'un, c'est lui retirer sa capacité à se sauver elle-même. Ça peut prendre des années, ouais, mais c'est pas ta responsabilité ça, tu vois. Et ça sera d'autant plus long que elle sera pas autonomisée sur sa prise en charge. Si tu vois, plus tu délègues, moins t'es, enfin, comment dire. J'avais fait une vidéo où j'avais pris l'exemple d'une porte. Si y a quelqu'un qui a besoin d'ouvrir une porte et qui sait pas l'ouvrir, ben aider la personne, ça serait lui apprendre à ouvrir la porte pour qu'elle puisse ouvrir les prochaines. Sauver quelqu'un, c'est lui ouvrir la porte, mais à chaque fois qu'elle va se retrouver devant une porte, elle va t'appeler, elle va te dire je suis bloquée dans la porte. Mais parce que on peut pas, ça aide personne en fait, ça repousse juste, ça retarde juste la prochaine step où elle va se ramasser. Et faudra encore qu'on l'aide parce qu'elle n'aura pas appris à s'aider elle-même. Donc si elle a besoin de ton soutien moral, affectif, que sais-je, ne pas lui offrir, c'est lui offrir enfin l'occasion de trouver cette force en elle, ou autrement pour développer sa confiance en elle et son estime d'elle-même à travers le fait qu'elle va réussir à s'en sortir. Mais tant qu'elle ne se le prouve pas, eh ben, elle reste dans la peur et la croyance qu'elle dépend de toi ou enfin, voilà, je ne sais pas si c'est clair. Mais dis-nous si tu l'as, le proverbe chinois, je suis curieuse de savoir. Je comprends, mais c'est gâcher tellement de choses. Pourquoi ça serait gâcher des choses? Qu'est-ce qui serait gâché, par exemple? Certaines personnes ont une animalie, font un certain vécu et beaucoup de patience pour vivre avec. Oui. Et on n'est pas obligé de s'infliger ça. C'est pour ça que c'est important de ne pas être sauveur de l'humanité, sinon on va se ramasser, tu vois, il n'y a pas écrit Mère Teresa partout, quoi. Et c'est bien, en fait, d'aider son prochain, de faire le bien autour de soi, dans la mesure où c'est pas dans le sacrifice de soi-même, parce que ça devient contre-productif. Après, il va te falloir quelqu'un pour te sauver toi derrière. Et voilà, il y a des psys, justement, aussi. Exactement. Parce que toute l'énergie que tu déploies pour cette personne-là, c'est de l'énergie que tu tournes pas vers toi-même et que tu t'empêches, enfin que du coup, toi, ça, sans le savoir, eh ben, ça te prend chez toi en fait. Ça te coûte ton temps, ça te coûte ton attention, ça te coûte tes pensées. Du coup, sont assombries parce que ça te trotte dans la tête. Tu gardes tu t'inquiètes, tu ressasses, tu cherches des solutions pour quelque chose qui ne dépend pas de toi. C'est se faire du mal à soi-même. Voilà, se faire du mal à soi-même. La sagesse consiste à ne pas se faire mal. Exactement. Parfait. Parfaitement bien placé. Alors que
Ce qui rend service aux gens qui vont pas bien, c'est d'aller super bien pour leur montrer l'exemple et pour les inspirer et pour leur indiquer que eh ben, il existe autre chose. Parce que soit on est dans des cercles vicieux, soit on est dans des cercles... Non, soit on est dans des cercles vicieux, soit on est dans des cercles vertueux. Et je vous assure que quand vous allez pas bien, ce qui aide, c'est de s'entourer de gens heureux et qui vont bien pour qu'ils vous redonnent le sourire. Pas d'aller avec les autres dépressifs et ensemble plonger toujours plus loin, toujours plus fort, tu vois. Et très important aussi, l'amour dans une relation, ça ne suffit pas pour construire une relation. C'est un ingrédient indispensable, mais il ne suffit pas. La lumière est bizarre. D'accord. Apprends-lui à pêcher et tu le nourris pour toute la vie. Voilà, c'est exactement ça. Donc demander d'être une épaule n'est pas une bonne chose. Bah oui et non, dans une juste mesure, tu vois. Tu peux le soutenir à ta manière si tu le souhaites. Déjà, ce n'est pas un devoir, tu n'es pas obligé, mais il ne faut pas que ce soit dans le sacrifice. Et là, la manière dont, la tournure que ça prend, c'est au détriment de toi, tes belles pensées qui sont parasitées par le fait que tu es au courant que il y a l'autre sur le tech qui est en déprime. Du coup, tu ne peux pas profiter pleinement toi parce que tu te préoccupes d'eux, et etc. Il faut laisser la personne buter le mur. Il faut assister une personne. Bon, attends, en fait, il n'y a pas de il faut. Tout dépend du contexte et des situations. En fait, on va pas laisser les gens en non-assistance à personne en danger. Vous voyez? Je sais pas ce que je dis. Il faut pas abuser. Si par exemple on a quelqu'un qui est en danger, on ne le laisse pas en danger. Ça, pour moi, ça me semble logique. Mais on ne se sacrifie pas pour tenter je sais pas quoi, limiter les pots cassés, de machin. Si vraiment cette personne-là elle a un problème, tu appelles les psys, tu le fais interner. S'il a des idées noires et qu'il veut je sais pas quoi, il va recevoir l'aide qu'il mérite, quoi, tu vois. Et tu vas voir que si tu lui dis ça, cette personne, d'un coup, elle va aller beaucoup mieux. Si jamais elle te fait de la manipulation ou du chantage, fait accompli, paf. Est-ce que la musique qu'on écoute a un lien avec l'éveil spirituel? Si oui, dans quel sens? La musique, c'est une énergie, tu vois. Et donc, c'est des vibrations, c'est des fréquences. Alors, à partir de ce moment-là, ça joue sur notre mental, nos énergies à nous. Ça nous met dans des ambiances, ça détermine nos systèmes de croyances, ça entretient aussi avec les paroles des schémas de pensée, etc. Après, ça dépend à quel niveau, quand on écoute la musique, quel niveau de conscience on place à ce moment-là sur l'écoute de la musique. Est-ce qu'on est premier degré à fond dans le délire et là on prend tout plein fouet et les énergies de la musique se confondent aux nôtres et nous influencent? Ou est-ce qu'on a le recul de se dire que... Parce qu'en fait nos énergies elles nous appartiennent mais l'environnement les influence et nous influençons notre environnement. Et là c'est là où se joue le discernement et notre libre arbitre, comment on gère la distance avec les choses, notre positionnement, notre recul. Est-ce qu'on sait mettre des barrières, dissocier, ne pas prendre personnellement, faire le distinguo entre la limite entre nous, notre périmètre, le reste du monde, l'environnement, ce qu'on perçoit, ce qu'on accueille, ce qu'on rejette, tu vois? Ça c'est... Ok, c'est bien. Si elle est suivie sous antidépresseur. C'est clair, mais des fois c'est cyclique. Parfois la vie fait mal et si tu n'as pas mal, c'est que tu ne vis pas. Oui, elle m'a détruit. Je suis totalement d'accord. Attendez, je rattrape mon retard. C'est vrai pour la musique, mais tout dépend de la personne. Ouais. Quand on aime, on donne tout sans rien attendre en retour. Oui, ça s'appelle l'amour inconditionnel. C'est très très dur. On est très rarement dans vraiment de l'amour inconditionnel, faut se l'avouer. Mais quand même, on peut y tendre. Et plus on y tend, plus c'est sain. Il y a des personnes qui n'aiment pas la musique et préfèrent autre chose. Mais quoi? Eh ben, ils préfèrent la lecture, ils préfèrent l'art, ils préfèrent le silence en fait. Tout simplement, même s'il y a du silence dans la musique et que ça fait tout le relief du truc. Bref,
j'adore ce sujet, mais ils préfèrent ce qui leur convient. Moi non plus, je peux pas vivre sans musique. Mais j'allais dire un truc, c'était quoi? C'était trop bien dit ça. Parfois la vie fait mal et si tu n'as pas mal, c'est que tu ne vis pas. Oui, c'est obligé, obligatoire. Sinon, on est complètement détaché, insipide, on ressent plus rien ou il y a un souci quoi. C'est là où je ne comprends pas car la musique joue énormément sur beaucoup de choses. C'est quoi que tu comprends pas? C'est moi qui comprends pas ce que tu comprends pas, Lénie. J'aimerais comprendre. La musique joue énormément sur... C'est là où je ne comprends pas. Les gens qui n'écoutent pas de musique? On peut lire et écouter de la musique. Oui, bien sûr. Le silence a un bruit très agréable parfois, bien sûr. Les gens qui n'aiment pas la musique. Yes, ok. Et ben en fait, alors ça c'est une analyse tout à fait personnelle, que c'est un constat personnel, mais me prenez pas au pied de la lettre, c'est ni prouvé ni rien du tout. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui savent pas écouter de la musique et que ça dérange, c'est parce que ce sont des gens qui ne savent pas écouter tout court. Et comme ils ne s'écoutent pas eux-mêmes, ils ne savent pas écouter les autres non plus, et la musique, ça les renvoie au fait qu'ils ne savent pas écouter. Et donc ils peuvent pas l'apprécier parce que ils savent pas écouter. C'est ça ma conclusion. Voilà. Le silence est un son agréable. Est-ce que le silence est un son? D'après vous, vous avez 4 heures. Pour moi, le silence, c'est une absence de son. Non, oui. Est-ce que je lance un sondage? Intéressant. La musique est alternance de son et de silence. Oui. Et non, pas toujours. Des fois, il y a du bruit en continu. Hein. Des fois, il n'y a pas de silence. Hein. Non, sinon, justement, s'il n'y a pas de silence, ça devient du bruit dans la musique. Sans silence, il n'y a pas de musique. Ouais. Et oui, c'est pour ça que on a besoin de souffrir pour aussi être bien, parce que sans silence, il n'y a pas de musique. Vous voyez, c'est toujours le même truc que s'il n'y a pas la gauche, il n'y a pas la droite, quoi. Oui, l'amour rend vraiment barjot. Tu sais, je suis isolée, je voulais voir personne. Plus foi en l'humanité. C'est comme la vie tout court, ouais. Mais Bilna, franchement, ne te juge pas pour toute cette peine que tu as ressentie, en fait. Plus t'es triste, plus t'as aimé, tu vois. Et ça, c'est beau, en fait. Retiens ça. Et ne reste pas non plus bloqué dedans, mais accueille que finalement, purée, si c'est si dur, c'est que c'était si doux, tu vois ce que je veux dire? Et ouais, une fois que c'est comment dire, en conscience, que voilà, t'as pris un temps, en fait, mets-toi un délai si ça va pas, durant lequel vraiment vivre ta peine pleinement, genre vas-y, fais-le à fond, fais ton ermite, renferme-toi, pleure, tout ce que tu veux, fixe-toi un délai à partir duquel, après ça, tu choisis que t'acceptes, tu pardonnes, tu prends les leçons qu'il y a à prendre, tu deviens pour avoir une relation plus harmonieuse le coup d'après, et tu reprends ta foi et tu te dis que le meilleur reste à venir et que tu avais besoin de vivre ça. Exactement, ne jamais rester bloqué. Perso, j'écoute de tout sauf la musique électronique. Ça aussi c'est vaste parce que dans les musiques électroniques, il y a tout plein de catégories. Donc l'absence de son, vous dites que c'est le silence. Le silence est un bruit, son vibratoire, son vibration. Et qu'est-ce que c'est pour toi l'absence de son? Alors, si c'est pas le silence, tu mets quoi à la place? Moi, je veux bien.
Mais du coup, je suis curieuse de savoir c'est quoi le contraire du bruit si c'est pas le silence. Le contraire du son si c'est... Sans malheur, point de bonheur. Sans méchanceté, point de bonté, etc. etc. Oui, c'est ça. J'écoute toute musique qui peut me surprendre, donc le rock alternatif écarté. Pourquoi le rock alternatif ne peut pas te surprendre contrairement à tous les autres styles? C'est étonnant ça. Le calme est un pouvoir. Tout est un pouvoir à partir du moment où c'est bien employé. Tout dépend. Pour moi, le pouvoir, c'est l'intention. Avec quelle intention tu pars? Et tout peut être utile ou contre-productif selon ce que tu en fais, quoi. Et donc, ce qui compte, c'est l'intention vraiment que tu as avec les choses. Tout dépend des morceaux, que ce soit dans n'importe quel style de musique. Ouais, moi aussi, je suis comme toi, Lénie. J'écoute vraiment un peu de tout, quoi. De plein de styles, mais ça dépend des musiques. C'est pas parce que j'aime un style que j'aime toutes les musiques de ce style. Vas-y, Sabi, je t'écoute, je vais essayer de te conseiller au mieux. Avec plaisir. Boire un coup. J'aimerais arrêter mon travail avant le préavis car j'en peux plus mais j'ose pas. Alors, il est de combien de temps ton préavis? Qu'est-ce que tu risques à ne plus y aller avant la fin de ton préavis? En fait, ça, là, c'est à toi de mesurer le risque et les conséquences, en fait. En gros, dans ta situation, Sabi, c'est... parfois, on ne peut pas faire tout ce qu'on veut. Donc, si tu veux suivre ton envie de partir avant la fin du préavis, tu peux faire ce choix-là à condition que tu sois prête à assumer les conséquences que ça va provoquer. Jusqu'au 30 juin et j'aimerais arrêter le 31 mai parce que j'ai un autre travail. Est-ce que tu as essayé déjà dans un premier temps de négocier avec tes 2 employés? Parce que quand c'est comme ça, des fois, il y a possibilité de s'arranger. Je sais pas c'est quoi les conséquences. Ouais, c'est ça en fait. Parce que tu vois, d'une personne à une autre, c'est pas pareil. Quelqu'un qui est blindé de thunes, qu'on n'a rien à faire, parce qu'il a ses avocats et que de toute façon, conséquence pas conséquence, ça passe à la trappe, il va pas hésiter une seule seconde que ce soit la loi ou pas la loi. La loi, c'est comme tout, on n'est pas égaux face à la loi, mine de rien. Mais tu débutes dans le monde du travail, ok. La meilleure chose à faire, c'est de te renseigner sur les conséquences. Salut Lénie, bonne soirée, merci d'être passée. Tu vois, ça dépend aussi, on ne sait pas comment ça se passe à son travail. Moi, je dirais pas à quelqu'un de rester dans son travail. Imaginons qu'elle est harcelée, qu'elle est au bord du burn-out et que en fait, là, je lui dis d'y retourner, elle y retourne et paf, catastrophe, non? Je peux pas tu vois, on ne sait pas. Est-ce que, alors là, ce que je vais te dire, pareil, c'est pas, vous pouvez me juger si vous voulez, mais est-ce que tu penses que ça bug? C'est moi qui bug? Ben alors là, j'ai pas de solution. Est-ce que tu as accepté officiellement ton nouveau job qui démarre Attends, je remonte pour retrouver les dates de ton histoire. 30 juin et j'aimerais arrêter parce que j'ai un autre travail. Déjà, est-ce que tes 2 jobs, t'as commencé, donc là t'as 2 jobs en même temps? C'est pas les mêmes jours. Ok. Ouais, donc je comprends que ça soit difficile de tenir le cumul. Et en plus, ça te ferait encore 1 mois et demi là. Ok. Non, mais tout est parfait, t'excuses pas. Ici, c'est libre expression, tant que c'est dans le respect et tout. Vraiment, au contraire,
Sens-toi à l'aise. Moi, ça me fait plaisir. Si tu te sens à l'aise et que tu donnes ton avis, te sens pas offusqué. Si moi je viens en contre et tout, c'est que on a de l'authenticité dans ce qu'on dit, tu vois. C'est la preuve que ben c'est important de confronter les points de vue et puis elle, ça lui fait plus d'avis. Comme ça, c'est mieux. Euh, mais du coup, tu m'as pas répondu. Est-ce que t'as pu négocier? Tu sais, des fois, ça peut se négocier le préavis, hein. Mais peut-être que tu as déjà essayé. Et si tu en es là, c'est que ah, l'arrêt maladie, ça prolonge. Ben, tu vois, merci de le dire. Bonsoir, Adam, bienvenue. Non, après, je peux lui en parler à ma directrice. Ben, ça, c'est toujours la première étape de tout conflit, toute résolution de conflit, c'est d'entamer la communication. Alors, il n'y a aucune garantie que vous tombiez sur un compromis ou que vous vous compreniez, mais déjà, au moins, parfois, il suffit juste de ça. Et tu auras essayé. Si tu lui expliques ta situation et que vous trouvez un arrangement, ça vaut le coup d'essayer. Et après, si ça marche pas, là, plan B, tu vois. Malheureusement, il y a beaucoup de solutions à part négocier, effectivement. Ouais, il n'y a pas beaucoup de solutions à part négocier. Bah oui. Ouais, je réfléchis, hein, mais ouais, je suis pas du tout compétente sur ça. En plus, je trouve que ça évolue tellement vite, les législations et tout ça, la réglementation du travail. Mm. Voilà, voilà. Au moins, on est d'accord là-dessus. On te recommande de négocier dans un premier temps. Si ça va pas, tu reviendras. Et t'as pas aussi, je sais pas quel job tu fais, mais parfois on a des conseillers, des. Bon, moi je recommande vraiment pas les RH. Alors ça c'est peut-être personnel et lié à mon expérience, hein, mais t'as peur qu'elle te déteste? Bah non, Bichette, tu vas partir. Et toi d'abord, en fait, c'est pour ton bien, c'est pour ta santé mentale et physique et tout, quoi, parce que euh, tu vois, ton travail, c'est ton travail, et tes collègues, c'est pas ta famille. Si elle te déteste parce que tu exprimes un besoin, eh ben, tu mérites mieux. Donc, c'est pas toi qui perds, c'est eux qui te perdent. C'est pas toi qui est perdante parce qu'elle te déteste, c'est elle qui perd quelqu'un qui aura eu l'honnêteté de, de faire les choses dans les règles de l'art, en allant lui parler et en lui exprimant ce qui t'arrive. En fait, négocier veut dire que tu vas céder un peu du solde de tout compte pour partir plus tôt. Ben oui et non, tout dépend de la relation, tu vois, et de. Globalement, sur le principe, je te rejoins. Je pense que c'est globalement comme ça que ça se passe, hein. Mais t'en as des plus durs en accord que d'autres. Selon la relation qui est entretenue et le caractère et tout ça, si c'est une grosse boîte, une petite boîte. Bah moi, je m'en suis sortie en demandant le beurre et l'argent du beurre. Et j'ai eu le beurre et l'argent du beurre. C'est pour ça. Merci, je me les suis offertes. Je me suis dit, il faut s'apporter à soi d'abord les choses. Qui ne tente rien n'a rien. Tant que ça fait de mal à personne, il faut essayer. Au culot, des fois, ça marche. T'as pris le beurre et t'es parti le tartiner. J'espère que c'était bon. J'ai une bouche originale. Ben ça, c'est un commentaire original aussi. Moi aussi, je la note, cette phrase. Elle est marrante. Bonsoir, Brioche. T'as vu le vrai château d'Harry Potter? Super, ça. Pas moi. C'était comment? Ah bah, Lenny, le comeback. Eh bien, rebonsoir. Bienvenue. C'est vrai que le but d'une vie, c'est d'oser. Euh, oui, en quelque sorte. Le but d'une vie, c'est absolument tout et rien. C'est ce qu'on veut que ce soit. Donc c'est cool. Je suis d'accord. Est-ce que je suis d'accord ou pas avec toi, Benny, sur le fait que j'ai une bouche originale? Ben, je me pose pas cette question. Je pense que d'un point de vue oui, d'un point de vue non, tu vois. Je... Oui et non. Ouais, bon courage. Franchement, limite j'ai envie d'avoir le fin mot et tout. Je suis là. J'espère que ça va aller et tout. Ben, quoi qu'il en soit, Sabi, c'est vrai, petit mot pour toi. Ah,
Vous avez fait des études, si c'est pas trop indiscret? Moi, j'ai un master communication, marketing du management et de la communication. J'ai fêté mon anniversaire là-bas dans le bureau de Dumbledore. Ah, sympa! Si je retombe sur ton live, je te dirai. Ben, yes, ok, j'espère. De toute façon, j'en referai plein, donc à l'occasion, j'espère que tu retomberas dessus pour... Merci pour les compliments. Merci, Lenny. Ben, dis donc. C'est l'instant... C'est pour moi. Il manque un fi quelque part, non? Manique. Je suis manique. C'est mignon. En plus, pour moi, ça me fait penser aux... Des maniques, c'est... Bon, enfin bref. Je suis Gémeaux, ascendant Scorpion, Lune en Taureau. Oui, voilà. Eh ben écoute, Briouche, non, tu m'as pas dérangé, figure-toi, parce que sinon je t'aurais bloqué. Et ben, Harry Potter, why not? Plutôt cool. Sacrée personnalité. Ben, je crois que c'est, à part le taureau, Gémeaux Scorpion, c'est pas trop apprécié, en général. Eh ben, en gros, l'ascendant, c'est un peu ton intériorité, je crois, et le signe solaire, c'est plutôt ce que tu renvoies à l'extérieur, ce que tu... Ah, t'es Scorpion? Bon, bah c'est cool, on va peut-être se comprendre ici. En tout cas, tous les signes sont les bienvenus, mais c'est vrai que moi, tu vois, typiquement, je sais que les Gémeaux sont vraiment pas appréciés, mais moi, qu'est-ce que je kiffe ce signe? Et qu'est-ce que je me kiffe comme ça? Mon Dieu! Ouais, l'important, c'est pas les études, c'est le cœur, et puis c'est l'expérience, et c'est qui tu es, et comment tu chemines, et tout. Personne n'est supérieur à personne, le statut social ne détermine aucunement la valeur de quiconque. Enfin, il n'y a pas à refaire les choses là-dessus, c'est clair et net, hein. C'est cancer. Ah, les cancers, c'est tout dans l'émotion, dans la finesse dans... Alors, c'est fou, c'est pas toi qui disais que tu ressentais plus, tu pleurais plus. Non, c'est pas toi qui as dit ça. J'aime trop les Gémeaux aussi, mais il y en a beaucoup qui sont traumatisés. Ouais, moi, je crois pas que j'ai traumatisé des gens. C'est toi? Ben, si, c'est toi. Ben, au moins, tu rigoles. Donc, c'est cool, c'est de l'humour. Ça, c'est déjà une première émotion qui est en place. Oui, le vécu, c'est ce qui fait de nous ce que nous sommes. Ça ne nous définit pas, mais c'est vrai que ça nous... Ça, oui, en même temps, si, quoi. Oui et non. Ça aussi, ça fait partie des choses, quand je vous disais, vous pouvez méditer sur qui suis-je et qui je ne suis pas. Et ben, vous verrez que quelqu'un qui devient amnésique du jour au lendemain et qui n'a plus de passé, plus de souvenirs et plus rien, et ben, il existe encore. Donc, c'est quand même pas lui. Ça ne le définit pas dans son essence. Mais bien sûr qu'après, ici sur Terre, dans la matière, c'est ce qui nous forge. Exact. Avis sur l'expression « la roue tourne, va tourner ». Est-ce que j'ai un avis sur l'expression « la roue tourne, va tourner » ? Déjà, je la découvre, cette expression. La roue tourne, va tourner. Est-ce que j'ai un avis sur ça ? Bah, disons qu'en toute logique, si rien ne l'arrête et qu'elle tourne déjà, elle va continuer de tourner. Donc, je trouve ça tout à fait sensé. Après, la roue tourne, va tourner. Ou est-ce que c'est c'est la même expression que tu as voulu me faire comprendre que c'est la roue tourne ou alors que la roue va tourner? Une roue roule. Est-ce qu'elle tourne? Pardon. Mon Dieu. Alors, la roue tourne est très personnelle. C'est pas une expression, je crois. Mais si c'est une expression, la roue tourne. Mais la roue tourne va tourner ensemble, tout d'un coup d'un bloc. Ça, c'est assez étrange. La roue tourne pour ceux qui ont envie qu'elle tourne.
En fait, c'est comme tout, c'est que d'un côté on a notre libre arbitre et d'un côté on l'a pas toujours. La roue tourne forcément à un moment donné parce que dans l'espace-temps, le temps fait qu'on est poussé au derrière et que même si on n'agit pas, à un moment donné, l'absence de décision va faire qu'il va quand même y avoir du changement d'un côté comme de l'autre. L'absence de décision finit par en être une avec le temps. Et en ce sens, la roue finit toujours par tourner, mais on peut choisir de la faire tourner en prenant notre pouvoir et en prenant la décision de le faire, ou en s'abstenant de le faire, elle va quand même finir par tourner parce que finalement, le temps, comme il est limité et qu'on est dans un espace-temps qui est fini, et que tout évolue, c'est-à-dire qu'on n'est pas les seuls décisionnaires, enfin on est les seuls décisionnaires pour ce qui est de notre responsabilité, mais l'extérieur va potentiellement nous amener des éléments, des aléas, des trucs qui font que fatalement elle tournera toujours. Est-ce que, enfin, dans quel sens ça, on peut l'orienter ou pas, selon si on met notre énergie ou pas à ce qu'elle soit orientée de telle ou telle manière. Mais il y a toujours une part où ça dépend pas de nous et une part où ça dépend de nous. Et on est libre ou pas de faire usage de notre pouvoir et de notre responsabilité à ce qu'elle à l'influencer ou pas. On revient sur soi. Bah, je t'en prie, Pierre. Pierre, le tartre. Le tartre. C'était pas une mince affaire cette histoire de roue tourne va tourner. On revient sur soi-même. On doit se remettre en question. Et c'est la base. La remise en question, l'introspection. Parfois, ça aussi, il faut pas aller dans l'excès. Hein. Des fois, c'est ok. Hein. Mais oui, hein, je suis d'accord. La remise en question, essentielle. Ben oui, parce qu'on est créateur de notre réalité. Donc, s'il y a quelque chose qui ne nous convient pas, là, c'est important de se remettre en question pour aller changer ça. Et mais tu vois, si tout va bien, c'est utile de pas toujours se remettre en question parce que parfois, juste, c'est ok, quoi. C'est très bien comme c'est. Le destin ne se contrôle pas, la vie, c'est on prévoit pour rien. Mais on a quand même un petit pouvoir dessus. Tu vois, il y a des choses, là, on contrôle pas tout, mais une part qui est de notre responsabilité, à savoir nos actions, nos pensées et nos émotions. C'est pour ça que c'est important de faire ce travail sur soi pour être en pleine possession de ses moyens pour naviguer la vie au mieux en conscience et en paix de préférence. Mais ça, s'il y en a qui préfèrent pas la paix, libre à eux. Ça revient à ce que je vous avais dit, que beaucoup de gens n'arrivent pas. Je l'ai lu comme ça, moi. La roue tourne, va tourner. Genre, ici, l'impératif. Ah, va tourner avec la roue. C'est un ordre. Ok. C'est marrant. Comme quoi la ponctuation, hein, et les perceptions et les interprétations, c'est vraiment personnel. Hein. Non, non, c'est pas... On t'en veut pas, Pierre. Ça nous fait rire. Ça revient à ce que je vous ai dit, que beaucoup de gens n'arrivent pas à se remettre en question. Oui, tout à fait. Et oui, mais c'est pas si facile en fait, parce que c'est là où on a ce qu'on appelle l'ego. Et notre ego, c'est ce qui nous empêche de nous remettre en question. Pourquoi on se remet pas en question? Parce que ou difficilement, parce que on est conçu pour avec un instinct de survie, si tu veux. Et tout au long de notre existence, on a développé différents mécanismes de protection qu'on appelle l'ego, qui a été à un moment donné dans notre vie la meilleure option pour avancer pour nous. Et se remettre en question, eh ben, ça demande de faire face à
ces insécurités, à revoir nos systèmes de croyances et à potentiellement mettre à jour. Ça veut dire accepter que peut-être, comme on a toujours fonctionné, c'est peut-être plus ce qui fonctionne maintenant. Et pour ceux qui ont peur de leur vulnérabilité ou qui ont peur de pas être parfait ou qui veulent toujours avoir raison, eh ben c'est douloureux pour l'ego de changer de paradigme ou changer de point de vue parce que ça voudrait dire que potentiellement, mince, c'est pas que comme ça peut être aussi comme ça, et là ça les heurte. Je sais pas si c'est clair ça, mais la roue est devenue carrée. On prévoit trop pour rien, même en amour. Ah ouais, surtout en amour. On s'est mal compris, c'est une galère un peu, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tout dépend de l'espace que l'on a, ce qui nous entoure. Je précise. En libération des traumatismes et guérison des blessures émotionnelles, Bilal. Bienvenue. Tu ne peux point te remettre en question suivant ce qui t'entoure. Comment ça? Se remettre en question, c'est possible à chaque instant, hein, par tout le monde. En fonction de ce qui nous entoure ou pas. Justement, ce qui nous entoure, ça nous aide à nous remettre en question parce que c'est notre miroir. Tout ce qui nous entoure est le reflet de notre réalité qu'on crée à l'intérieur de nous. Et donc, si autour de nous, on ne se sent pas libre de se remettre en question parce qu'on se sent en danger, eh ben, c'est déjà un premier pas pour aller soit changer d'environnement parce que c'est pas normal, soit voir en quoi nous-mêmes, en commençant par nous, on ne s'autorise pas ça pour avoir atterri dans un environnement qui ne le permet pas non plus. Beaucoup de personnes se font contrôler par d'autres sans le savoir. Oui, ben oui. Mais nous-mêmes, on se manipule nous-mêmes. Hein. L'inconscient, il est très fort pour ça, en fait. C'est le principe même d'avoir des conséquences de choses qui sont logées dans notre inconscient et dont on ne comprend pas la cause parce que c'est pas mis en conscience. Et on est très fort pour nous jouer des tours à nous-mêmes, nous auto-persuader, nous auto-ci, nous auto-ça. Et donc, à partir de ce moment-là, si on est capable de nous mentir à nous-mêmes, par extension, on va être capable de mentir aux autres. Et c'est là où c'est important de connaître l'intention, parce que si l'intention, elle est pas de nuire, c'est ok, tu vois. Personne n'est parfait. Mais si l'intention, elle est de manipuler l'autre à des fins de lui nuire, là, c'est répréhensible. Mais faut aussi accepter cette part d'humanité en nous, d'imperfection, qui est que à notre échelle, chacun d'entre nous, on est un manipulateur, à commencer par un manipulateur de nous-mêmes, de nos propres pensées, de nos propres environnements, de tout. On manipule tout. Il y a qu'à voir comment la planète, on la transforme, quoi. L'humain, il débarque, il te fait des autoroutes, des aéroports, des trucs. La nature, clac, clac. On manipule tout. Que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement, ça fluctue, et psychologiquement, on peut changer de point de vue à l'infini. Donc c'est pas que négatif aussi. La manipulation, ça permet heureusement de déconstruire ce qu'on a construit quand on veut reconstruire différemment ou sur de meilleures bases. Tout dépend de l'intention. Voilà, à ne pas diaboliser. Lutter contre les différents comportements manipulateurs au travail, c'est compliqué des fois. Ah oui, oui, oui. Ouh là là là. C'est parce qu'en fait, il ne faut pas lutter. Il faut se préserver et mettre la distance et accepter qu'on ne peut pas changer les autres. Tu vois, c'est ça le problème. C'est de vouloir lutter contre au lieu de aller dans le flot du truc, aller vers. Si ça ne te convient pas à gauche, essaye pas de forcer, quoi. Va à droite ou reste là, ou en conscience, tu vois, navigue le truc sans prendre ni personnellement. Une fois que tu as conscience que, je sais pas, un tel collègue est à telle attitude et que ça te convient pas, hop, distance, je prends pas personnellement, j'ai en conscience que si, je peux me préserver, agir, adapter mes interactions avec cette personne en connaissance de cause, etc. La beauté est dans les yeux qui regardent. Yes. L'évolution industrielle en est une preuve que l'humain chamboule tout. Ouais. Mais bah oui. Mais t'excuses pas, Lénie.
Et je dis pas que tu as diabolisé, hein. C'est moi qui, une fois que je suis lancée sur un truc, moi je débite jusqu'à ce que mon flow se coupe d'idées. Et après, ne prenez jamais rien personnellement de ce que je vous dis, hein. J'espère que, tu vois, je vais partir d'un commentaire à vous qui va m'inspirer. Je vais commencer par vous répondre. Après, moi, je vais partir dans mon explication pleine balle, mais ce sera pas contre vous. Et ça se trouve, il y a même des fois où vous m'inspirez un truc, et puis au passage, je vais le glisser, et je vais partir dessus, et ça se trouve, je vais m'énerver à la fin, et ça aura rien à voir avec... Voilà. On a peur de te décevoir. Bah pourquoi? Ouais, c'est la meilleure celle-là. Bah non, vous pouvez pas me décevoir. J'attends rien. J'ai pas d'attente. Je vous aime comme vous êtes. Si vous me décevez, vous êtes bloqué, c'est ça le truc. Non, en fait, et c'est ok, hein, on a le droit de décevoir. Ça aussi, c'est important. Moi, je vais vous apprendre à vous aimer dans vos parts d'ombre. Ça va pas là. Être décevant, mais mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. Des fois, vraiment, je vous assure, hein, apprendre à être décevant et s'en foutre, parce que, purée, mais la dictature de la performance et d'être parfait, là, ça suffit 2 minutes, hein. Oh, moi, j'accepte vos imperfections, hein, parce que vous n'avez pas le choix que d'accepter les miennes. C'est mon live. Non, mais c'est vrai, n'ayez pas de peur, hein, enfin, si vous voulez, ayez peur, mais je veux dire, dans ce cas-là, on en discute et tout, on se détend un peu, ça va bien se passer. Moi, j'ai tellement accueilli de part d'ombre en moi, accepté des travers, des vices, des imperfections, des défauts et tout, que je suis capable, dès lors que ça fait de mal à personne et que l'intention, elle n'est pas de nuire, d'accueillir les imperfections des autres sans souci, hein. J'ai un effet cosmique ou comique? Parce que c'est deux choses différentes quand même. Et si j'ai un effet cosmique, j'aimerais une explication. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi ça, un effet cosmique? Ça, c'est comique. C'est un lapsus révélateur, peut-être que je suis cosmique ou comique. C'est marrant. Cosmique. Maintenant, je suis pas dans un restaurant, je suis chez moi. Je suis à mon bureau. Bon, enfin voilà, je crois que il est l'heure pour moi de vous laisser quand même. Mais en tout cas, je vous remercie. Moi, ça m'a fait plaisir. J'ai passé une bonne soirée. Vous m'avez beaucoup inspiré. J'espère que c'était aussi bien pour vous. Et puis, ben, n'hésitez pas déjà sur mon compte. Oh purée, pardon. Sur mon compte, j'ai mis un lien vers une chaîne YouTube. Je viens de la créer pour poster les replays des lives. Voilà, je les remasterise un tout petit peu, genre j'enlève les longueurs et tout, puis s'il y a des trucs inutiles, voilà. Mais globalement, il y a tous les contenus live. Et voilà, au plaisir de vous revoir ou pas. Mais passez une belle fin de soirée, prenez soin de vous et puis merci à tous.